Bonsoir, rebonsoir. Merci Général Yakovlev d'être là. Vladimir Poutine rapproche ses missiles de l'Ouest, je le disais. C'est cette cérémonie pendant laquelle l'allié de Poutine, le vassal de Poutine, Loukachenko, annonçait que le système de missiles Oreshnik de fabrication russe sera déployé en Biélorussie d'ici la fin de cette année. Il parlait lors de la cérémonie marquant le jour de l'indépendance. De l'indépendance de À Volgograd, nous avons convenu avec Vladimir Poutine que les premières positions d'Oreshnik seront en Biélorussie. Alors, pardon, le son est parti trop fort, mais on vous entend. Oui, donc donc je fais un peu d'ironie. Ça m'amuse que le Biélorusse fête son indépendance, si vous voulez. C'est amusant, voilà, dans le contexte. Alors, cette gesticulation des missiles, je vais baser des missiles, etc., Poutine, il le ressort à chaque fois. Chaque fois qu'il parle de nucléaire, de dissuasion et tout, c'est parce que il y a quelque chose qui va pas bien. Donc pour moi, la question est, tiens, qu'est-ce qui va pas bien pour l'instant? Pourquoi il a besoin de changer le sujet? On voit deux Europes ce soir, c'est très intéressant. Vous dites en substance, on exagère le danger de l'armée russe. Et il y a une autre Europe, notamment les Baltes, les Polonais, qui sont en train de construire, on va le voir plus tard, un rideau de mines tout le long de leurs frontières, comme si eux étaient tout de même inquiets de l'armée russe. Écoutez d'abord ce que dit Loukachenko. À Volgograd, nous avons convenu avec Vladimir Poutine que les premières positions d'Oreshnik seront en Biélorussie. Vous avez vu comment fonctionne Oreshnik? Même missile, même frappe, mais sans ogive nucléaire, sans contamination radioactive du sol et de l'air. Cette arme sera déployée en Biélorussie d'ici la fin de l'année. Alors, regardons bien la carte, Général Yakovlev. Il faut bien comprendre cette expression. On dit souvent que la Biélorussie est en quelque sorte le porte-avions de la Russie, effectivement, qui entre en quelque sorte dans le flanc de l'OTAN. Oui, et quand cette guerre d'Ukraine sera derrière nous, si j'ose dire, il y a un dossier qu'il faudra traiter, c'est la complicité active de la Biélorussie dans l'agression de l'Ukraine. Ils sont au même niveau que la Russie. Je me souviens en 2022, vous vous souvenez, sur le plateau, on disait « Ah là là, la co-belligérance, si jamais on donnait 2 fusils à l'Ukraine, on était co-belligérants et tout ». Oui, et la Biélorussie... Expliquez bien ça. A attaqué. La Biélorussie a attaqué déjà à l'époque, les troupes qui sont entrées en Ukraine sont parties en partie de Biélorussie. Oui. Et les avions volent toujours aujourd'hui dans l'espace aérien biélorusse, et il y a des missiles qui sont tirés par des avions depuis l'espace aérien biélorusse tous les jours. Donc la Biélorussie est un agresseur, au sens juridique du terme, au sens politique du terme, dans tous les sens du terme, est un agresseur de cet aspect stratégique de la Biélorussie, parce que Kaliningrad, qui est l'exclave russe, est aussi juste à côté, et puis c'est l'accès direct à un point faible, un talon d'Achille que sont l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Oui, mais quand vous regardez la carte, vous dites qui est le talon d'Achille de qui? Parce que Kaliningrad est très exposé aussi. Donc en fait, on est là en train de dire « Oh là là, l'Estonie, la Lettonie, Lituanie, c'est presque une île encerclée par les Poutine et ses amis et tout ». Oui, mais ça, c'est si vous partez du principe que vous ne menacerez pas le Kaliningrad. La vérité des prix, c'est que Kaliningrad, si on décide de faire sauter Kaliningrad, ça se fera très vite. Tout Kaliningrad est à portée de l'artillerie allemande. Alors ça, c'est la vision très rationnelle qu'on a à Paris. On est très loin de ce front-là. Est-ce que vous comprenez que pour les Polonais, le fait d'avoir des Oreshnik juste à leur porte, ce soit ressenti différemment? Si il y avait des missiles Oreshnik à Francfort, malgré tout, les Français, même si vous nous dites c'est pas grave, c'est de la gesticulation, s'il y avait des missiles Oreshnik à Francfort, sans doute que en France, on ressentirait ça différemment. Ouais, si je prenais ça d'un air léger, je dirais, s'ils sont en Biélorussie, c'est pour passer au-dessus de vos têtes et d'aller plus loin. Donc, à la limite, vous inquiétez pas, c'est pas pour vous. Vous voyez? Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas sûr que ce soit de l'humour polonais. Les Polonais, eux, ils voient pas ça comme ça. Évidemment, non. Quand on à ses portes, avec le passif qu'ils ont, ils ressentent ça différemment. Oui, mais c'est surtout les Polonais sont en train de monter en gamme dans leur armée. Ils sont en train de créer une dissuasion conventionnelle qui fait que, sauf si Poutine passe au nucléaire,
les Ukrainiens ne craignent pas les Polonais ne craignent pas la Biélorussie et bientôt ils arrêteront de craindre la Russie. Et cependant, on entend les Polonais qui eux aussi veulent davantage de missiles sur leur sol. Donc il y a quand même une logique. Ils ne le font pas simplement pour la beauté de la chose. Oui. Alors les pays baltes aussi, ils ont dit il nous faudrait des bombes nucléaires américaines avec comme nous on fait notre gesticulation avec nos bombardiers. On peut le comprendre politiquement, mais c'est nul opérationnellement, si vous voulez. Vous ferez pas décoller une frappe d'une base qui est à vue directe d'un radar russe ou déployé en Biélorussie. Donc, qu'il y ait de la gesticulation, qu'on amène des avions une fois de temps en temps et tout, c'est peut-être ce qui va se passer, mais baser des missiles, c'est des bombes. Pour demander ça, c'est faire abstraction des aspects opérationnels. Voilà. Oui ou non, est-ce qu'un Oreshnik qui serait lancé sur un pays de l'Ouest est arrêtable ? Non, je pense pas. Peut-être que dans le meilleur des cas, on pourrait arrêter quelques-unes des têtes, mais nos missiles non plus ne sont pas arrêtables, pour les mêmes raisons. Une salve du sous-marin français, même si les Russes arrivent à en tirer, à flinguer quelques-unes des farces et attrapes, en gros, le gros leur tombera dessus. Donc la première frappe, dans tous les cas, n'est pas 100% arrêtable, c'est ça que vous dites ? Elle est pas, en gros, il faut partir du principe qu'elle n'est pas arrêtable. La première frappe, en gros, elle passera. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, oui. Et Trump qui dit on va faire un bouclier, etc., bah, quand on voit les résultats du bouclier, le dôme de fer israélien, qui est un autre contexte, bah, voilà, c'est quand même la démonstration que le 100% n'existe pas. Les risques liés particulièrement à ces missiles qui sont rapprochés. Ouais. Par exemple, on va voir les images des Yars dans les forêts de Russie ou de Biélorussie. Ce sont ces missiles qui sont transportés sur des camions. Oui. Le fait qu'ils soient mobiles, est-ce que ça aggrave, disons, leur dangerosité ? Leur mobilité fait un facteur surprise. C'est compliqué de savoir où ils sont. Nous aussi, on a eu une artillerie nucléaire mobile avant de l'arrêter. Les Américains ont joué avec cette idée, puis ils ont arrêté. Qu'est-ce qui est dangereux particulièrement là ? C'est la gesticulation, la possibilité d'une salve par surprise. Une salve, ce qu'on appelle une salve de décapitation, c'est-à-dire que la première salve flingue nos systèmes. Sauf que nous, on a la deuxième frappe. Donc là, on est dans la gesticulation nucléaire. D'ailleurs, c'est amusant. Mais pardon, vous dites tout est gesticulation, d'accord. Mais alors, quand il y avait les crises des euromissiles, c'était aussi de la gesticulation. On amenait des Pershing d'un côté, des SS-20 de l'autre. C'était aussi tout est gesticulation. Oui, tout est gesticulation. Donc, au fond, c'est une forme de dialogue nucléaire. On peut aller dormir tranquille et puis il n'y a pas de risque. C'est fondamentalement la dissuasion. Elle est faite pour que vous puissiez dormir tranquille. Simplement, il faut éviter qu'elle soit contournée. Et en particulier par en dessous. C'est-à-dire qu'il y ait un gros trou entre votre dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire je peux faire une guerre conventionnelle et ça se passera mal pour vous. Et ne pas passer au seuil nucléaire trop vite. Mais là, les Russes, ils agitent ça. Personne ne doute qu'ils ont un arsenal massif, qu'ils sont compétents, que leurs missiles, quand ils les tireront, la plupart atteindront leur objectif, et que notre planète sera détruite. Et comme disait Einstein, je ne sais pas qui gagnera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais que la quatrième se jouera avec des pierres. On entend certains vous dire, attention, par exemple, dans l'hypervélocité, ils ont pris de l'avance. Ouais. On entend d'autres spécialistes dire, non, tout le stock nucléaire russe, en réalité, est très vieillissant. Alors, leur stock est vieillissant. Sur les 6000 têtes et tout... Bon, j'ai lu des études comme quoi il y en a que... Enfin, il suffit d'en avoir 2000 qui vont bien quand même. Hein, vous voyez, donc ils en ont beaucoup, largement assez pour pulvériser la planète. Et c'est pour ça que c'est une discussion qui devient vide de sens, en fait. On est vraiment dans la tentative d'intimidation pour nous rappeler qu'il ne faut pas aller trop loin. Voilà.
Mais c'est comme ça depuis 2022. Écoutez, le précédent, si on veut, c'est la crise des euromissiles dans les années 80. Et ce mot de François Mitterrand qui prend le parti de l'Ouest, réellement, il y avait à l'époque encore un peu une musique, on rappelait qu'il y avait des communistes qui avaient figuré dans son gouvernement. Il prend le parti très exactement des Américains en disant les pacifistes sont à l'Ouest et les missiles sont à l'Est. C'est ce discours-là qui avait vraiment fait date. Écoutez-le. Il paraît que cela surprend. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. Et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. Voilà, général Yakovlev, ça a été un moment très important dans les années 80 où... voilà. Est-ce qu'il y a le risque, de la même façon qu'une partie de l'Europe de l'Ouest aujourd'hui sous-estime le danger? Alors, elle a sous-estimé le danger depuis le début. Je veux dire, il y a eu 2014, il y a eu 2008. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on a sous-estimé depuis le début. On s'est laissé endormir par Poutine. Et ce que montre le discours du Bundestag, là, du président Mitterrand, c'est que pour les Russes, dans cette façon de faire la guerre, c'est un concept global de conflictualité. C'est pas seulement la menace nucléaire, c'est le discours qui va avec, c'est l'encouragement du pacifisme, c'est la déstabilisation de nos institutions, de nos démocraties, c'est le doute généralisé de quoi sera fait la prochaine élection. Donc c'est un coup complet. Et que maîtrisent très bien les Russes. Donc là, il fait du nucléaire, et il ne faut pas oublier toute la propagande qu'il fait à côté. Et c'est pour ça que je prends cette attitude un peu faussement décontractée vis-à-vis des trucs. Parce que la vérité, c'est déjà de dire, face à cette gesticulation nucléaire, il faut répondre « cause toujours, tu m'intéresses ». Voilà, moi aussi j'en ai. Voilà. À l'époque, on ne disait pas qu'au jour tu m'intéresses, puisqu'on a rapproché les missiles. Il y a eu un effort et beaucoup de manifestants pacifistes s'y opposaient. Et l'Europe de l'Ouest, avec l'allié américain, ont rapproché les missiles de l'Est. Alors, ce qui était intéressant, c'était que les Pershing n'ont jamais été déployés. C'est au moment de les déployer qu'il y a eu l'accord. Et donc, les Américains n'ont pas déployé les Pershing, les ont détruits, et en échange, les Soviets ont détruit les SS. Les Soviets ont plié, comme souvent en réalité. Les Soviétiques souvent étaient flambards, et au moment du bras de fer final, ont cédé devant la détermination de l'Ouest. Ah oui, c'est vrai. On s'était réveillé un peu tard, mais on s'est bien réveillé. Et puis, ça a été Comment expliquer que le rapport de force, d'une certaine manière, se soit inversé, puisqu'aujourd'hui, Poutine a écrasé, alors il a écrasé Grozny, ça c'était à l'intérieur de sa fédération de Russie, il a écrasé Grozny, on l'a quand même maintenu dans le G8, on l'a très bien traité. Ensuite, il a envahi la Crimée, on l'a quand même bien traité. Il y a eu l'histoire de la Géorgie encore avant 2008, on l'a quand même bien traité. En réalité, à chaque fois, et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup disent dans les chancelleries à l'Ouest, on ne pourra peut-être pas récupérer la Crimée. Il n'y a pas que les chancelleries. Moi, je pense que la Crimée ne sera pas récupérée par la force dans l'état actuel des choses. Maintenant, c'est pas pour dire que la Crimée, patience stratégique. Comment expliquer ça? Non, mais la vérité des prix sur le terrain, c'est que les Ukrainiens n'ont pas les moyens de reprendre, et ils ne les auront pas dans les années à venir, les moyens de reprendre la Crimée. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est tout. Les Russes, ils sont... on voit par exemple qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont exilés, qui sont prêts à rentrer pour combattre, certainement. Oui, ils ne reprendront pas la Crimée comme ça. Et en 2014... Angela Merkel avait fait comprendre aux Ukrainiens, patience stratégique, nous on a mis, je ne sais plus combien, 70 ans pour récupérer Berlin, d'accord? Donc on ne va pas déclencher la Troisième Guerre mondiale pour la Crimée. C'est toujours le cas aujourd'hui. Défaitiste, évidemment, pour les oreilles ukrainiennes. Mais ce n'est pas défaitiste. Mais les Ukrainiens avec lesquels je parle sont tout à fait conscients qu'ils ne reprendront pas la Crimée de vive force. Mais... donc là, il n'y a pas de solution militaire. Contraste. Vous aviez dit ici même que l'armée russe est nulle, et maintenant vous nous dites que c'est impossible de récupérer la Crimée de vive force. J'ai dit que l'armée russe était nulle. D'abord, déjà, c'était en 2022. Et c'est toujours vrai, parce que si elle était moins nulle, elle aurait gagné. Mais l'économie russe est encore affaiblie depuis lors. Oui, elle s'est affaiblie. Elle est plus faible qu'on ne le dit, et plus faible que Poutine a l'air de le croire. Donc, le jour où ce régime s'effondrera, le jour où
les oppositions internes de la Russie, toutes les lignes de faille qui travaillent en Russie, ce que j'appelle l'Ukrainium, un poison lent. Quand le poison lent aura fait son effet, quand le régime Poutine s'effondrera, parce qu'il s'effondrera, eh bien, ce jour-là, pour beaucoup de Russes, la Crimée, ils auront d'autres sujets plus graves. On verra ce jour-là, voilà. Mais pour moi, c'est pas une contradiction de dire que les Ukrainiens, c'est pas du défaitisme de dire les Ukrainiens ne reprendront on peut pas. quand même, oui. Pardon. Si en 1944 on avait dit, tant pis, il y a une partie de la France qu'on laissera aux Allemands, oui, c'est du défaitisme. On l'a fait en 1871. Oui, oui, le traité de Francfort. Oui, et puis en 1918, on a annulé le traité de Francfort. Victoire. Ouais, c'est la différence entre une défaite et une victoire. Justement. Oui, mais on l'a accepté pendant 50 ans. Oui, c'est long, 50 ans. C'est long. Mais c'est l'histoire. Oui, mais c'est l'histoire d'une défaite. Aujourd'hui, c'est une défaite. Alors, ce qui est une victoire pour l'Ukraine, c'est qu'elle existe encore et qu'elle existera. Ça, c'est pas une petite victoire. Le prix, pour l'instant, c'est l'amputation. Et le fait que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Je rappelle, le président de la République ici même, dans l'émission de LCI TF1, disait l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, à vues humaines. Oui. C'est quand même assez terrible qu'un peuple souverain puisse pas décider, vous qui avez représenté l'OTAN, d'entrer dans l'OTAN s'il le voulait. Oui, surtout que l'Ukraine avait renoncé à sa candidature à l'OTAN en 2010 quand la Russie leur a fait le coup de 2014. Ouais. Donc j'entends parfois sur les plateaux des gens qui inversent les choses et qui disent on a provoqué la Russie, l'Ukraine a provoqué la Russie et c'est de notre faute s'il y a cette guerre. Général, ça c'est le discours de Poutine, ça. L'inquiétude de certains nombres de pays limitrophes, les pays comme la Finlande, la Pologne renforcent les défenses le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Ils préparent les missiles à longue portée, selon le Financial Times. Et il faut lire ce que dit le ministre de la Défense d'Estonie. Il est beaucoup plus facile de détruire le nid que de tuer les oiseaux dans le ciel. On est, si on le prend par les mots express, on est dans l'idée d'une guerre préventive. Les pays baltes, certains se disent peut-être qu'un jour il faudra frapper la Fédération de Russie avant d'être frappé. C'est pas l'OTAN qui fera ça. Donc j'y crois pas. C'est la première fois que j'entends ce discours de la part des Estoniens qui, sinon, ont un discours ultra dur au sens défensivement. Alors peut-être qu'on surinterprète. En tout cas, ça veut dire en cas de début d'hostilité. En cas de début d'hostilité. En cas de début d'hostilité, personne à l'OTAN n'envisage que ce soit nous qui commencions les hostilités. Voilà. Donc, s'il y a hostilité, c'est la Russie qui commence, comme depuis le début. Donc, tous les gars qui disent Poutine, on l'a poussé à la faute, stop. Il a commencé ses agressions. C'est pas nous qui avons commencé. Mais là encore, comment est-ce que vous expliquez que la Finlande, la Pologne, les pays baltes aient l'air aussi nerveux et fébriles, alors qu'en réalité, l'armée russe n'arrive pas à prendre Pokrovsk depuis des mois? Alors, fébrile, c'est pas le cas des Finlandais, déjà. L'armée finlandaise, elle est droit dans ses bottes, c'est une armée solide. Ils ont la conscription, ils ont beaucoup de profondeur. Ils montent en puissance considérablement. Ils sont déjà puissants, les Finlandais, c'est une grosse armée. Donc eux, ils n'ont jamais craint, enfin jamais, là, depuis 40 ans, ils ne craignent pas les Russes. Donc ils disent, tu peux toujours venir. Donc, ce qui ne veut pas dire... Ils ont battu, ils ont eu une guerre assez admirable. Non, ils ont perdu. Résisté, ils ont perdu. Ils ont perdu l'isthme de Carélie, ils ont perdu une partie au centre du pays et ils ont perdu l'accès à l'océan Arctique. Et ils leur ont infligé des pertes colossales. Oui. Vous voyez, vous parliez de défaitisme tout à l'heure. La Finlande est dans ses frontières actuelles après amputation, mais elle est la Finlande. C'est pas une défaite. Et donc les Finlandais, non, ils sont pas fébriles. Non. Les Polonais... se sont dotés, depuis quelques années, se sont donné les moyens de devenir la plus grosse armée de terre d'Europe. Ça sera bientôt le cas. Donc, je ne pense pas qu'ils redoutent une guerre conventionnelle contre les Russes, en réalité. Et les Baltes, ça s'améliore, leur dispositif s'améliore, à commencer par les Estoniens. On vous sent très rassuré. Regardez, le Télégraphe révèle que plusieurs pays d'Europe de l'Est, membres de l'OTAN, s'associent pour mettre en place une ceinture de mines pour se protéger contre une éventuelle attaque de la Russie. Ouais. La ceinture de mines devrait s'étendre sur environ 3500 km le long de la frontière de l'OTAN avec la Russie et la Biélorussie, de la Laponie finlandaise au nord à la province polonaise de Lublin au sud.
c'est une sorte de nouveau rideau de fer. Hein. Quand on rappelle ce qu'était le rideau de fer jusqu'en 89, c'est une sorte de nouveau rideau de fer qui est en train de se créer en Europe. Oui, je le déplore parce que les mines, c'est compliqué. Hein. Demander aux Cambodgiens ou aux Mozambicains ce qu'ils pensent des mines, ou la Bosnie par exemple, c'est pas une bonne idée pour les générations à venir. Bon, les hommes politiques d'aujourd'hui, les décideurs militaires, ils ont des décisions à prendre qui sont à l'horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, mais là, miner, transformer la frontière en premier obstacle défensif, c'est pas stupide. Donc, je suis pas en train de dire tout va bien, etc., etc. Ce qui est clair, c'est que tant qu'il y a une menace, on doit prendre des dispositions. Ces pays-là prennent des dispositions. Donc, moi, j'appelle pas ça de la fébrilité. Ils ont une vision de long terme, ils vont compliquer le problème tactique et technique des Russes, tout comme les Russes ont compliqué le problème des Ukrainiens. On appelle ça comme on veut, mais l'Allemagne qui tout à coup, qui parlait de rien, qui parle de presque rien, qui va à 100 milliards, qui parle même d'avoir une bombe, il parle d'avoir une bombe nucléaire sous leadership allemand. Oui. Alors, appelez ça comme vous voulez, c'est peut-être pas de la fébrilité, mais enfin, il y a un niveau d'inquiétude qui a changé de façon considérable. Oui, il était temps. Il était temps. C'est bien qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des malveillants sur cette planète. Enfin, c'est plus que malveillant. Quand on en est à vouloir une bombe atomique sous leadership allemand, c'est pas des malveillants sur Internet. C'est quand même qu'on a une crainte un peu plus considérable. Ah oui, quand j'étais à l'OTAN, et déjà avant 2014, les Polonais et les Baltes, entre autres, disaient chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, vous ne comprenez pas la nature du régime. Donc ce régime est une menace parce que c'est dans sa nature. C'est pas une question de a-t-il les moyens, c'est sa nature. Et l'Allemagne au premier chef, mais la France aussi était plus dans le mode oh là là, la Russie éternelle, partenaire de long terme, c'est pas la peine de leur chercher des crosses tout de suite. Donc ne les irritons pas, vous voyez. Bon maintenant on se rend compte que beaucoup de vos camarades dans l'armée qui étaient philo-russes, disons les choses. Russophiles, il y a beaucoup de militaires français russophiles, il y avait en tout cas. Moi je suis russophile, je suis anti-Poutine, mais sinon je suis russophile par ailleurs. Les pauvres Russes, quand ils s'en sortiront de ce cauchemar de Poutine... avant, il y a eu l'Union soviétique qui était très impérialiste, il y a eu les tsars qui étaient aussi très impérialistes. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu beaucoup de périodes de social-démocratie à la finlandaise. Oui. Mais l'Union soviétique avait une rationalité que le régime Poutine n'a pas. Oui, pas pour les Afghans, pas pour beaucoup de gens qu'ils ont envahis. Ils ont été très rationnels en Afghanistan, très rationnels. Quand ils ont vu qu'ils ne gagneraient pas cette guerre, ils sont partis. Oui, après combien d'années 8 ans. Oui, 8 ans. Ouais. 8 ans et je crois 57 000 morts. Oui. Mais quand ils sont... Une rationalité un peu à retard. Oui, et justement, ce qui s'est passé, c'est que Pavel Grachov avait fait le SEMA de l'époque, avait dit... Si on veut gagner cette guerre d'Afghanistan, il faut qu'on fasse un tel effort que ça deviendra notre front prioritaire. Et là, Brejnev a dit, mais il n'a jamais été question que l'Afghanistan devienne un front prioritaire. Bon, on se retire alors. Et quand les Russes sont partis, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils ont laissé 300 conseillers. 300 conseillers. Il a fallu, je ne sais plus combien, 5 ou 6 ans pour que le régime après eux s'effondre. Ils ont été très efficaces avec Babrak Karmal. Donc, quand le président de la République dit en 2030, la Russie sera plus forte de, je crois que c'est les chiffres qu'il donnait, 3000 chars, 300 avions, 300 000 hommes. Est-ce que c'est une projection qui vous paraît correcte ? Alors déjà, je ne me vois pas remettre en cause les chiffres du président parce qu'il a accès à des sources que je n'ai pas. Donc s'il le dit, il a raison. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant... L'armée russe d'aujourd'hui n'arrive pas à régler le problème de l'Ukraine. Elle n'arrive pas à prendre Pokrovsk, encore une fois. Donc elle est quand même très faible. Donc c'est quand même pas l'armée qui va chatouiller les pieds des Polonais après-demain. Maintenant, dans 5 ans, après 5 ans entre guillemets de pause, quand ils s'en seront remis, ils repartiront peut-être pour un tour. Moi, je pense que le régime sera tombé avant. Mais on planifie non pas pour ses espoirs, on planifie pour les cas les pires. La situation de réarmement général. Trump se réarme et le Pentagone a suspendu les livraisons de certains missiles de défense aérienne, d'autres munitions de précision à l'Ukraine en raison des craintes que les stocks d'armes américains soient tombés trop bas. La justification américaine, disent-ils, est le fait qu'ils ont besoin de ces munitions pour eux-mêmes. Politico dit
La décision a été prise après un examen des stocks de munitions qui a suscité des inquiétudes quant à la diminution du nombre de munitions d'artillerie, de missiles, de défense aérienne, de munitions de précision. Selon les personnes au courant du dossier, pourquoi ont-ils besoin de tant de munitions, les Américains ? Alors ça, c'est quelque chose que j'avais dit déjà l'année dernière. L'administration Biden, elle y a mis du temps. Elle faisait ça par petits paquets. Mais elle a donné beaucoup. Ouais. Et elle a donné suffisamment pour qu'à partir de novembre l'année dernière, les comptables du Pentagone disent « Attendez, parce que si nous aussi on a une guerre par ailleurs, et s'il y a Taïwan, et si on a autre chose à faire et tout, on va être un peu à sec. » Et on a beau dire la puissance industrielle américaine et tout, ils ont passé des commandes très importantes de patriotes, parce qu'ils avaient arrêté pendant plusieurs années, ils ont passé des grosses commandes de patriotes, et le fabricant a dit « Je vous livre à partir de 2027 ». 2027, je parle de la puissance industrielle américaine. Est-ce que c'est vrai que le front proche-oriental leur demande beaucoup ? Oui, ils ont beaucoup donné aux Israéliens. Et voilà, donc c'est vrai que même la puissance américaine est arrivée à la limite de ce qu'elle peut donner. Donc là, en l'occurrence, c'est pas un coup bas qu'elle fait à l'Ukraine. C'est un calcul il n'y a pas que l'Ukraine dans la vie, et c'est aux Européens de prendre le relais. On voit là à quel point même la puissance américaine, dans ce contexte général très guerrier, a des besoins considérables. Oui. Et alors, c'est lié aussi à d'autres problèmes qui sont, par exemple, qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas gérer les grands programmes. Et c'est une catastrophe, au sens, ils nous donneraient l'argent, on fabriquerait les missiles plus vite qu'eux, en fait. Et écoutez cet échange assez extraordinaire avec cette journaliste ukrainienne au sommet de l'OTAN, où, comme vous le dites, Trump revendique le fait qu'ils ont besoin d'avoir eux-mêmes un certain nombre de patriotes. Ils sont à la limite, en tout cas, dans certains des stocks. Écoutez. D'où venez-vous ? Je viens d'Ukraine. Les États-Unis sont-ils prêts à vendre des systèmes de missiles antiaériens patriotes à l'Ukraine ? Nous savons que la Russie a très durement frappé l'Ukraine. Vivez-vous vous-même en Ukraine en ce moment ? Mon mari est là-bas. Eh bien, je peux voir, vous êtes c'est incroyable. Je suis à Varsovie avec mes enfants parce qu'ils voulaient que je sois... Votre mari est un soldat ? Oui. Il est là-bas ? Oui. C'est dur, non ? C'est difficile. Et vous vivez ici ? À Varsovie. Et vous êtes journaliste ? Je le suis. Bien, alors laissez-moi juste vous dire qu'ils veulent avoir des missiles antimissiles, d'accord ? Comme ils les appellent, les Patriots. Et nous allons voir si nous pouvons en mettre à disposition. Vous savez, ils sont très difficiles à obtenir. Nous en avons besoin, nous aussi. Nous les fournissons à Israël et ils sont très efficaces. Efficaces à 100%. Difficile de croire à quel point c'est efficace et c'est ce qu'ils veulent plus que toute autre chose. Comme vous le savez probablement. C'est une très bonne question et je vous souhaite beaucoup de courage. Dites bonjour à votre mari, d'accord ? Merci. Voilà, Général Yakovlev, la séquence est étonnante. Et vous dites, les Américains, même la puissance américaine, ils sont à 1000 milliards de dollars, mais dans le contexte guerrier est si tendu qu'ils ont encore des besoins. Oui, ils ont des besoins. Et il y a eu des interruptions dans la fabrication des missiles, et relancer les chaînes, c'est pas si simple, etc., etc. Et l'Europe est en train de monter en puissance en missiles, MBDA. On fait un très bon missile, intercepteur, dans certaines configurations meilleures que le Patriot. Donc, il ne tient qu'à nous, les Européens, de remplacer progressivement les Américains. Vous connaissez si bien les Américains. Est-ce que vous avez été surpris du fait que Trump, il est en train de tailler dans tous les budgets, pas le budget militaire ? Ils taillent dans aucun budget, puisqu'ils sont partis pour un déficit record s'il obtient gain de cause, là, donc ils taillent dans aucun budget. En réalité, ils jettent l'argent par les fenêtres, ils endettent le pays. Donc non, ils taillent pas dans les budgets. Non. Le budget de l'immigration, oui, mais pas le budget des prisons. Le fait que ce qu'ils ont fait là, avec les B2, en Iran, est-ce que c'est un message aux Chinois ? J'aimerais le croire, au sens... c'est quand même un beau coup que les Américains ont fait. Le matin du dimanche, quand j'ai appris qu'ils avaient bombardé, j'ai dit, tiens, ils l'ont fait. Oh, bon.
Et je pensais qu'ils allaient commencer à participer à la campagne aérienne avec Israël. Et je me disais, aïe, 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 ça y est, on est parti pour un truc. Ça m'a vraiment étonné, dans le bon sens du terme, quand il a dit on a fait le coup. C'est une doctrine Trump qui est en train de naître, c'est-à-dire cette idée, on s'engage précisément sur un point, on frappe une fois, deux fois, et on essaye tout de suite d'arrêter. Oui. Alors, à voir maintenant si ça débouche sur un accord politique, vous voyez. Mais en attendant, sur ce coup-là, c'est pas idiot. Et alors justement, attendez, il y a un miracle là, presque en éloge du général Yakovlev. Mais j'ai toujours dit, si Trump amène la paix sur la planète Terre, sans aller jusque là, vous dites en tout cas, ce coup-là semble plutôt bien joué. Ça, alors oui, sauf que c'est pas fini. Donc, vous vous souvenez donc on a des amis américains qui disent bon, maintenant, il faut lui donner le prix Nobel de la paix. J'aimerais bien, mais attendons que tout soit signé et mis en œuvre et que, vous voyez ce que je veux dire. Quand on aura sorti le plat du four, on pourra en parler. Pour l'instant, on n'y est pas encore. L'importance de ce qu'ils observent en Ukraine. Mais pour la Chine, cet acte-là, cette forme de frappe, et à la limite pour la Russie aussi, c'est à la limite, il aurait pu dire à Poutine, par exemple, t'as vu ce que j'ai fait avec l'Iran ? Tu sais, il ne faudrait pas que tu m'énerves trop là. Est-ce qu'il en est là ? On voit qu'il a changé de ton à l'égard de Poutine. Tout à coup, il y a eu cet échange assez étonnant dans l'avion où il dit le problème c'est toi, Poutine. Oui, à plusieurs reprises, il s'est laissé dire que peut-être que Poutine faisait partie du problème, mais j'ai pas l'impression que ce soit descendu au plus profond de son mode de pensée. Il en veut toujours à Zelensky. Il considère toujours que c'est les Ukrainiens qui l'ont cherché, d'une façon ou d'une autre. Et il aurait pu utiliser cette frappe iranienne, y compris dans le dialogue avec Poutine, en parlant de l'Ukraine. Il ne l'a pas fait. Moi, je pense que c'est un geste que Poutine a pris. L'importance de la guerre d'Ukraine pour les Américains, où ils ont compris un certain nombre de choses, notamment l'importance de la masse, et ça, vous l'avez toujours dit, vous dites qu'il y a une dimension industrielle dans la guerre. Écoutez Exet, leur secrétaire à la Défense. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris du conflit en Ukraine que la guerre évolue rapidement, qu'elle se déroule en temps réel. Il n'est donc plus possible de mener les achats de défense comme nous l'avons fait par le passé, en attendant des mois et des années le système parfait qui sera livré dans 5 ans, avec des retards et des dépassements de budget. Nous travaillons donc avec nos partenaires non seulement dans la région Indo-Pacifique, mais aussi dans le monde entier, afin de déployer rapidement les technologies émergentes, ce qui, selon nous, nous permettra de mieux dissuader nos adversaires. Général, là, c'est très intéressant d'entendre les Américains eux-mêmes dire « nous avons appris en Ukraine ». Oui, je ne sais pas ce que cette administration a appris en Ukraine. Et je suis frappé par Exet quand il parle des alliés, et donc on doit se mettre d'accord et tout. On a l'impression qu'il vient de découvrir que, un, qu'il a des alliés, et que deux, c'est pas que un poids à porter. Que les alliances font aussi partie de la dissuasion. Une partie de la puissance de dissuasion de l'Amérique vis-à-vis de la Chine ou de la Russie, c'est le fait d'avoir comme amis la Grande-Bretagne, la France, le Japon, la Corée du Sud, qui sont pas des nains quand même. Et là, Exet était dans un mode méprisant jusqu'à je viens d'entendre qu'ils trouvent ça bien de partager avec les potes. Ils sont peut-être en train c'est peut-être retour sur la planète Terre. L'importance de la masse, cette révélation de M. Lecornu, ministre de la Défense, sur ce qui s'est passé, dit-il, pendant des années. Il dit, on va peut-être entendre d'ailleurs sa déclaration, il dit que pendant des années, le Charles de Gaulle, par exemple, où certaines frégates sont parties en mission en quelque sorte sous-dotées. Écoutez ce que dit exactement le ministre et on aura votre éclairage. Quand vous voyez ce qu'une frégate en mer Rouge a dû tirer d'Aster 15, plus rarement 30, dans le cadre de la mission Aspides, et la capacité, donc pas tant d'acquisition, mais le temps de production d'un missile Aster 15 ou Aster 30, vous voyez bien qu'on n'envoie pas une frégate sans ces missiles. Et que maintenant, on peut le dire, pendant des années, certains chefs de l'État, chefs des armées, certains ministres de la Défense avant moi, accepter que le Charles de Gaulle ou certaines frégates, je pense que maintenant il faut le dire, il faut assumer les choses, partaient en mission avec des soutes à munitions loin de la cible normalement prévue pour assurer la défense ou la mission. Bon, ça moi je le tolère pas.
Et c'est l'instruction que j'ai reçue depuis 3 ans et j'essaie de le mettre en œuvre. Général, comment expliquer ça? Ça paraît tellement étonnant que même le Charles de Gaulle, le joyau de la dissuasion française, soit parti en quelque sorte sous mais c'est d'une façon générale, nos armées ont été sous-dotées en munitions pendant 30 ans parce que c'était une variable d'ajustement facile. Quand vous avez toutes les lois de programmation militaire, c'est sur 5 ans. Et au bout des 5 ans, il manque une annuité. Il manque 20% de la LPM. Ça a été le cas jusqu'à la première LPM du président Macron. Eh ben, qu'est-ce qui a payé? C'est pas les bateaux parce que ça se voit trop. C'est pas les chars, c'est pas les hélicoptères, c'est pas les Rafales. Parce qu'il y a l'outil industriel à faire survivre. Bah, c'est les munitions. Et voilà. Alors que les Anglais achetaient plus de munitions que nous. Donc là, je suis heureux d'entendre du ministre que nous changeons de portage et qu'on va constituer des lots conséquents. J'étais au secrétariat du livre blanc de Sarkozy. On s'est battu, Monsieur Mallet, le président de la commission, s'est battu pour qu'on achète le missile de croisière naval. C'est pas 1000 qu'on a acheté, c'est 100. Ça va assez vite, hein. Vous voulez dire qu'il y a une espèce... L'armée a été très longtemps sous-dotée? Oui, sous-dotée. Et d'ailleurs, souvenez-vous, quand le général de Villiers est parti, il y avait eu un sketch, un gel de crédit de 800 millions d'euros. C'est juste après l'arrivée du président Macron aux affaires, au pouvoir, le mot légal. Le gel de 800 millions, c'était essentiellement des munitions. Donc nous, les militaires, on a toujours dit c'est pas la peine d'avoir une armée si on n'a pas les munitions. Mais on pouvait pas le dire ouvertement. Comme disait, je sais plus, peut-être le général Georgelin, on n'a jamais fait défiler les munitions au 14 juillet. On fait défiler les chars, pas les camions de munitions.